Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Aujourd'hui, face aux attentats de Manchester, on aimerait bien présenter nos condoléances. Notre invitée aujourd'hui, Malika Madi, est une femme qui est engagée pour le vivre ensemble. C'est une femme qui participe à des conférences et des ateliers d'écriture pour enseigner le vivre ensemble aux jeunes. Malika Madi, bienvenue dans Écoféminisme. Merci, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes une écrivaine, auteure, conférencière. Depuis 17 ans, vous faites le tour des écoles, vous faites des ateliers d'écriture et vous faites aussi également des conférences internationales où vous voyagez un peu partout pour parler de la langue de Molière, mais aussi la langue arabe. Et donc, vous êtes d'origine algérienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Alors mon parcours, il est un peu singulier. J'ai quand même fait des choix dans ma vie qui sont des choix qui n'ont pas toujours été faciles parce qu'être écrivain, c'est pas un métier. Donc c'est pas un choix au départ qui amène à une carrière. Donc on choisit pas d'être auteur. À un moment donné, je me suis découverte une passion pour la littérature, pour la langue française, et surtout j'ai réalisé le pouvoir des mots. Toute petite. Tout à fait. Et donc, j'ai très tôt eu envie de transmettre des choses, des émotions, des opinions, des prises de position à travers l'écriture. Donc je l'ai fait adolescente. Et puis, jeune adulte, lorsque j'ai dû choisir ma voie, je me suis positionnée en me disant, voilà, aujourd'hui, où je deviens... ce que je suis réellement, une artiste, une auteure et une femme féministe, où je choisis une autre voie peut-être plus simple, qui est de refouler tout cela en moi et de faire autre chose de beaucoup plus simple. Et finalement, l'écriture l'a emporté. Et à ma grande surprise, ça marche, parce que finalement, on dépend tellement du regard des autres et du regard du public, que notre réussite ne dépend pas que de nous, elle dépend aussi du public, et le public me suit, surtout le public scolaire. Donc c'est une chance et ça m'exhorte à continuer. Oui, absolument. Être une femme et écrivaine, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Parce qu'on sait bien que c'est vraiment un défi, un challenge pour une femme d'être écrivaine, surtout qu'on ne lit pas beaucoup pour les femmes. Et on considère que les femmes ne peuvent pas exceller dans ce domaine. D'ailleurs, J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, qui est parmi les écrivains les plus riches dans le monde, elle n'était pas, au début, elle ne voulait pas mettre son nom de femme sur ses livres. Donc, est-ce que c'est un défi pour une femme d'être écrivaine, de s'engager en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, finalement? Je crois que ce n'est pas tellement le problème d'être une femme. Je pense que ce problème est réglé aujourd'hui. Des femmes au 19e siècle comme George Sand, comme Colette au 20e, sont des femmes qui ont réglé la problématique de l'écriture voilà, de manière professionnelle, entre guillemets. Le problème de J.K. Rowling, je crois que c'est parce qu'elle s'est initiée, en tout cas, elle a voulu embrasser un domaine qui est un domaine essentiellement masculin, qui est celui du fantastique. Ouais. Et je crois que c'était un peu ça. Tant que les femmes écrivent des romans romantiques ou des romans sur la vie quotidienne ou sur catégoriser un peu voilà, tout à fait. La femme. Là, je crois que son grand défi était justement d'entrer dans le domaine des hommes, qui est quand même le domaine du fantastique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a choisi de prendre des initiales, puisqu'elle était refusée par tous les éditeurs au début de sa carrière. Donc le défi, disons que pour moi le plus grand défi n'est pas d'être une femme, c'est d'avoir plusieurs casquettes. Je crois que la grande difficulté pour un auteur, moi je l'ai vécu très tôt, c'est d'être à la fois mère de famille et écrivain. Et j'ai réalisé cela très tôt parce que j'étais en contact avec d'autres femmes écrivains que je rencontrais lors de conférences ou de rencontres entre auteurs. Et on a vraiment, dans nos discussions, on s'est vraiment... ce point commun nous était lié, enfin on était liés par ce point commun, c'est-à-dire comment être mère aujourd'hui.
et auteur, puisque pour moi, je crois que ce sont deux fonctions qui s'opposent complètement. La mère d'abord est une femme qui dit à ses enfants: le monde est merveilleux, grandissez, le monde est beau, devenez des adultes heureux et équilibrés. Ça, c'est la fonction de mère. Et l'écrivain que je suis, en tout cas dans les livres que j'ai commis et ceux que j'ai envie d'écrire, sont des livres qui parlent justement de la difficulté d'être femme, de la difficulté d'être citoyen du monde. Voilà, je parle des viols collectifs, je parle des mariages forcés, je parle du terrorisme. Donc il y a comme ça deux confrontations, entre une sorte de schizophrénie entre la mère et l'écrivain. Et j'ai voulu en parler dans un essai. Et je pense que ce livre résume assez bien cette confrontation et cette dualité, cette opposition entre la mère et l'écrivain. D'accord. Est-ce qu'à un certain moment, il y a une réconciliation entre la mère et l'écrivain ? Je crois que c'est très difficile. Je pense que c'est très difficile parce que si on réconcilie ces deux entités, à un moment donné, l'une s'annule dans l'autre. Donc à un moment donné, il faut laisser la place aux deux. Moi, dans mes connaissances et dans mes amies écrivaines, parmi mes amies écrivaines, certaines ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, justement, pour vivre pleinement leur travail d'auteur. Parce que j'associe ce travail-là, enfin en tout cas cette fonction, à celle de... C'est un vrai sacerdoce, en fait. C'est une vraie abnégation. L'écriture, c'est un repli sur soi avant d'offrir l'objet livre au public. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est mère, il faut se soustraire à ce repli, à cette introspection pour redevenir mère. Donc je ne crois pas que ces deux fonctions soient conciliables, sauf si, comme moi, on est un peu schizophrène. Ok. Donc vous avez évoqué votre engagement, donc c'est la littérature engagée chez vous, donc vous êtes une citoyenne engagée pour lutter contre l'extrémisme, comme vous venez de dire, mais aussi pour toute forme de discrimination, de racisme et de xénophobie. Comment qualifiez-vous votre travail toutes ces années, des 17 ans, où vous étiez dans des écoles, où vous avez fait des ateliers d'écriture, quelles sont les expériences qui vous ont marqué par rapport à ça ? Moi, mon travail dans les écoles, il est essentiellement dans l'objectif de création de ponts. Voilà. C'est-à-dire que j'aime l'idée qu'on puisse travailler les uns et les autres pour essayer de faire un pas l'un vers l'autre. Voilà. Je crois que la société clanique, binaire, manichéenne, moi, me pose un vrai problème. Et donc, j'ai toujours voulu à la fois revendiquer la femme algérienne que je suis, parce que je le suis profondément. Je suis très attachée à mes origines, très attachée au pays qui a vu naître mes parents. Donc, c'est ma terre, c'est la terre de mes ancêtres, mais je suis aussi très attachée à la terre qui m'a vu naître, c'est-à-dire la Belgique, où j'ai grandi, où j'ai vécu, enfin, où je vis. Et donc, la grande difficulté aujourd'hui pour ce qui était déjà une difficulté pour la deuxième génération, mais qui l'est aussi pour cette troisième, voire quatrième génération, c'est de trouver une sorte de maillage entre ces deux appartenances. Alors, évidemment, on est dans une société qui vous renvoie constamment à vos origines. Je veux dire que le regard de l'autre est très lourd, le regard de l'autre est difficile, parfois violent, sur d'où vous venez. Et donc, quand on a atteint un certain âge, évidemment, on arrive à vivre avec ça, mais quand on est adolescent, c'est très, très, très douloureux. Et je pense que l'un des problèmes aujourd'hui que l'on rencontre sur le repli communautaire, l'une des causes des replis communautaires, c'est certainement parce que ces jeunes ne trouvent pas de place pour eux dans cette société qu'on leur propose. Alors, depuis 17 ans, oui, j'ai vu une évolution. Pour moi, il y a eu une évolution très nette où le problème islamiste était en dehors de nos frontières. Voilà. Moi, j'ai commencé en 2001 les rencontres en classe, pendant les attentats, juste après les attentats du 11 septembre. Et là, il est évident que le problème, il était ailleurs, voilà, justement. Par exemple, dans les années 80, quand moi j'étais adolescente, le problème islamiste, il était en Iran. Voilà. C'était l'ayatollah Khomeini, c'était ces femmes habillées de ce vêtement noir qui scandaient des slogans pro-ayatollah. Pour moi, c'était un islam que je ne connaissais pas. C'était pas celui de mes parents, c'était pas celui de ma communauté. Et donc, ce problème islamiste, il était quand même assez loin. Il était même en Iran. Donc, c'était vraiment au-delà même des frontières de l'Algérie, qui était mon pays d'origine.
Et puis le 11 septembre est arrivé, entre-temps les attentats, les différentes guerres contre l'islam à travers les pays musulmans notamment, a fomenté, c'est vrai, une fracture sociale. Et là, on a une jeunesse qui s'est sentie personnellement visée par cet islamiste et par la montée du fondamentalisme à travers le monde. Et que pensez-vous, par exemple, par rapport au port du voile? Parce que vous évoquez ça dans vos écrits et vous donnez toujours pas une prise de position très claire, mais à propos du port du voile, est-ce que vous êtes pour, vous êtes ni pour ni contre? Si, j'ai un avis, bien sûr, j'ai un avis, bien sûr, en fait, pour moi, il y a trois raisons il y a trois raisons aujourd'hui qui fait que des femmes portent le voile. Pour moi, une première, je ne les hiérarchise pas, mais je les donne dans le désordre, si vous voulez, mais il y a la pression familiale et sociale. Pour moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui... Et ça, vous le remarquez dans les écoles? Bien entendu. Parce que vous allez dans des écoles. Dans les écoles et dans nos communes, dans nos communautés, mais dans mon pays d'origine aussi, qui est l'Algérie, et dans les pays aujourd'hui, qui étaient il y a 30 ou 40 ans des pays avant-gardistes, en tout cas dans le monde arabe, et qui étaient des pays où le féminisme avait une place importante, où les femmes avaient une place importante dans la vie active. Donc il y avait vraiment à l'époque, une avancée, en tous les cas, on revient à l'époque de l'Algérie. Il y a eu, bien sûr, l'Algérie a gagné la guerre contre la France, et la France a été boutée. Et là, on a gardé quand même, les femmes ont été scolarisées, ont fait des études, travaillé. Donc aujourd'hui, il y a un vrai repli, même en Algérie, de ce point de vue-là. Même si elles continuent évidemment à revendiquer leurs droits, il y a un retour au voile. Mais dans nos sociétés globalement occidentales, oui, la pression familiale est là, et la pression sociale est très très forte. Et elle est une forme de marque d'appartenance ou de possession de la femme, qu'on voit de plus en plus peut-être, qu'on a peur de perdre ou de ne plus avoir de contrôle sur elle. Donc pour moi, c'est une des raisons. Deuxième raison pour moi qui est très claire, c'est de la part de nos jeunes adolescentes un besoin de retrouver une communauté. Je pense que nous sommes... Une identité. Une identité, tout à fait. Une identité, ça c'est évident, mais aussi l'Occident nos sociétés occidentales ont vu l'émergence des individualités. Depuis la Révolution française, depuis le siècle des Lumières, l'individu prend de plus en plus de place au détriment de la communauté, alors que l'être humain est un individu qui a toujours fonctionné dans une communauté. Depuis la préhistoire, la communauté vous renforce, la communauté rend plus forte, la communauté vous protège. Et donc, on est aujourd'hui... La crise économique joue un rôle, mais aussi toutes ces guerres religieuses. L'individu a besoin de retrouver l'équilibre et a besoin de retrouver la sécurité de la communauté. Et le voile, pour moi, est une des raisons, c'est-à-dire retrouver la sécurité du nid communautaire. Et puis, il y a, dans mon tiercé, dans mes trois choix, disons mes trois raisons du port du voile, il y a bien sûr les femmes qui le portent par conviction, qui ont fait un vrai cheminement spirituel. Néanmoins, pour moi, le cheminement spirituel ne se fait pas à 15 ans. On ne peut pas, à 15 ou 20 ans, être déjà dans une réflexion sur la vie, sur la mort, sur Dieu. Ça me semble un peu prématuré. J'ai un doute sur la réelle... le réel choix du voile à ce moment-là. Mais je respecte celles, évidemment, qui font ce choix à 30 ou 40 ou 50 ou plus, ou qui ne le font pas d'ailleurs, parce qu'on peut très bien être musulmane, pratiquante et convaincue avec une foi réelle sans devoir arborer un voile. Donc voilà, donc mon avis il est celui-là. Maintenant, oui, j'ai un vrai souci avec c'est-à-dire la généralisation du voile dans nos sociétés qui est devenue vraiment... le symbole de l'islam, alors que ça ne devrait pas l'être. Oui, ça ne devrait pas l'être. Et donc, les femmes, le théâtre et le cinéma, comment la culture peut lutter contre l'extrémisme, le radicalisme? Je pense que la culture est un vecteur extraordinaire, parce que, par exemple, le théâtre, on pourra parler du roman et du cinéma, parce que je me suis tentée aussi au cinéma, mais le théâtre, pour moi, c'est une matrice. J'aime beaucoup la scène, parce que la scène est un espace de neutralité absolue.
Le théâtre est un cloître, oui, c'est vraiment une matrice. Je reviens encore une fois avec ces termes de maternité, mais on est extrait du monde sur scène et on peut tout dire et tout exprimer et tout échanger. Donc j'ai découvert le théâtre grâce à Ben Amidou, qui est un comédien bruxellois de grand talent que j'aime beaucoup. C'est un ami en plus. Et il m'a demandé de travailler avec lui, avec un groupe de femmes à Molenbeek il y a quelques années de cela. Et à la rencontre de ces femmes, je leur ai dit, à notre première rencontre, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Voilà, je ne veux pas que l'on fasse du théâtre pour faire du théâtre, pour être vu par vos familles, voilà, dans une petite salle amateur. Voilà, tout à fait. Et donc j'avais vraiment cette ambition et ce défi de les faire sortir de Molenbeek, de les faire sortir de cette maison de quartier. Et donc j'ai écrit Sucre, venin et fleurs d'oranger, qui est une pièce qui est inspirée par elles, par leur parcours de vie, par leurs histoires personnelles. Même si c'est moi qui ai rédigé ce texte, je me suis fortement inspirée de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont dit. Et à notre grande surprise, c'est devenu une comédie, parce que le texte s'y prêtait, parce que leur personnalité s'y prêtait. Donc cette comédie, aujourd'hui, remplit les salles. Alors on est aussi surpris... on est très surprise de ce succès, mais je pense que ce qui marche dans Sucre, venin et fleurs d'oranger, c'est l'authenticité de ces femmes. C'est que réellement, je suis allée les chercher dans leur retranchement. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est très beau, c'est que cette pièce en a sauvé quelques-unes. En tout cas, a permis à ces femmes de se révéler à elles-mêmes, de trouver des réponses à des questions existentielles très douloureuses, par exemple. Donc ça leur a vraiment apporté plus qu'elle ne l'imaginait en franchissant le pas de cette maison de quartier. Et moi, ça m'a nourri énormément. Et ça m'a donné surtout envie de continuer, parce que le théâtre, quand on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Oui. Et ça m'a donné envie d'écrire un autre texte qui s'appelle Un homme libre, et qu'on va jouer en 2018 à l'Espace Mag, qui sera cette fois porté par des comédiens dont c'est le métier, parce que j'avais vraiment aussi envie de travailler avec des comédiens professionnels. Et donc, on aura 2 lectures fin de cette année, de lecture publique, et nous jouerons en mars 2018. Cette pièce. D'accord. Donc, on voit bien que le théâtre, c'est un outil, comme vous avez dit, un vecteur. Et d'ailleurs, on trouve des pièces qui touchent vraiment à la thématique du djihad, comme celle de Ismail Saïdi, etc. Mais est-ce que c'est possible d'avoir aussi l'écriture? Parce que le théâtre, le cinéma, c'est bien. C'est un outil aussi de lutter contre toute forme d'extrémisme. Mais est-ce que l'écriture pourrait aussi sauver les enfants, les jeunes de certaines formes de radicalisme, d'extrémisme, ou même de ce repli identitaire? Alors moi, je crois en la puissance du livre. Voilà, j'y crois énormément. Moi, je fais partie de ces auteurs un peu modestement. Je m'identifie modestement à ces auteurs de la Nouvelle Vague, comme Boris Vian, comme Jean-Paul Sartre, comme Albert Camus, qui étaient des écrivains convaincus qu'un livre pouvait changer le monde. Voilà. C'était l'époque où l'auteur, en rédigeant, en commettant son ouvrage, avait l'intime conviction qu'il pouvait changer les mentalités. Alors, c'est pas pour rien si les dictateurs interdisent certains livres dans certaines dictatures chinoises ou autres. C'est parce que le livre, oui, peut faire changer les mentalités. Alors, moi, je l'ai vécu de manière très pratique dans les écoles, par exemple, où il m'est arrivé de rencontrer des jeunes qui me disaient, vous savez, Madame Madi, moi, j'ai jamais lu un livre avant d'avoir lu le vôtre. Et d'abord, je voulais pas lire parce que c'était mon professeur qui m'obligeait à le lire. Et donc, ça me posait problème. Je me dis, bon, tant pis, je vais quand même essayer. Et je lis d'une nuit où j'ai pas pu m'arrêter de le lire. Mais moi, c'est une récompense extrême. Quand on me dit ça, en tant qu'écrivain, je me dis, mais mon rôle a été complètement rempli. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où vous arrivez à capter un lecteur, parce que le livre, c'est d'abord un objet qui lie un auteur et son lecteur. C'est une infinité d'émotions que l'on partage, et puis une grande intimité. C'est la plus grande des intimités que celle du lecteur avec son auteur. Ils sont à 2. Et donc, c'est vrai qu'en rencontrant ces jeunes depuis 17 ans dans toute la Belgique, dans toutes les écoles discrimination positive, comme des collèges un peu plus, on va dire, huppés, etc., il m'arrive de croiser des jeunes qui me remercient d'avoir commis ce livre, de l'avoir écrit, parce que tout à coup, ils ont appris des choses. Alors, de là à dire que
on va changer la vie. Non, bien sûr, le quotidien d'un jeune, il est ce qu'il est, ses difficultés, ses problématiques. Nous sommes dans une société, je pense, qui connaît de graves problèmes. La crise économique, le chômage, nous avons des jeunes qui étudient et qui ne savent pas s'ils trouveront du boulot à la fin de leurs études. Tout ça, ce sont des réalités. Est-ce que je peux changer cela? Je ne crois pas, mais un livre peut en tout cas les aider à réfléchir et en tout cas porter sur le monde un autre regard peut-être que ceux qu'ils avaient avant d'avoir lu le livre. D'accord. Et on a aussi cette concurrence entre le livre et les nouvelles formes de lecture où on a accès à l'iPad, au GSM, aux dernières, applications pour lire, pour s'informer. Est-ce que en 2017, il y a ce problème d'information, pas de manque d'information, parce qu'on a beaucoup d'informations, mais en même temps, on manque de culture générale, parce qu'on ne lit pas assez de livres, surtout chez les jeunes. Je crois que c'est vrai et c'est pas vrai. Je pense que c'est vrai, l'objet livre en tant que tel est beaucoup moins acheté, beaucoup moins lu certainement, mais ils lisent autrement. Voilà, je pense que c'est le mode de fonctionnement qui est... Alors, ils lisent plus court. Je veux dire, ce sont des nouvelles plus courtes, donc c'est beaucoup plus concis. C'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est l'information qui va très vite. Je veux dire, il y a un tremblement de terre dans l'autre bout du monde. Vous le savez à la minute, dans votre GSM, on vous envoie une application. Vous le savez peut-être même avant même ceux qui vivent dans ce pays-là. Donc, je veux dire, l'information va très, très vite. Et c'est évident que nous, lorsqu'on avait leur âge, en tout cas moi, quand j'avais 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, si je voulais être informée, il fallait que j'aille chercher cette information. Il fallait que j'aille chez mon libraire acheter le journal ou que j'attende le soir pour lire, pour entendre les informations. Aujourd'hui, l'information, elle leur est imposée. Donc, c'est évident que parfois, leur jugement est un petit peu erroné ou biaisé. Donc, ça, c'est évident. Après, je ne crois pas qu'ils lisent... oui, ils lisent moins une masse de textes, mais ils continuent à lire. Ils lisent des nouvelles très courtes, ils lisent des... Voilà. Puis l'école exhorte encore à la lecture. Oui, voilà, je crois que c'est vraiment le mode de fonctionnement. Bien sûr, ils ne lisent plus des pavés de 600 ou 700 pages. Ils ne liront plus Zola si on ne leur demande pas de le lire, ou Stendhal, ou Flaubert, ou Balzac, mais ou Tourguenieff. Enfin, moi, des auteurs que j'ai lus, que j'adorais lire, quand j'étais adolescente, Tolstoï, etc. Moi, j'adorais ces pavés, je les lisais, même s'il fallait 2 semaines pour les lire, je les lisais. Non, en effet, ça, c'est plus possible aujourd'hui, mais parce que nos sociétés ont évolué, je crois qu'il faut qu'on essaie de comprendre leur mode de fonctionnement et qu'on s'adapte à leurs nouvelles habitudes. D'accord. Quel est le rôle de la littérature dans notre société en tant qu'écrivaine et auteur? Je crois que la littérature... Parce qu'il y en a qui disent, ouais, la littérature, oui, c'est beau, c'est classe, c'est important, mais c'est aussi très, très perfectionniste. C'est pas très authentique, c'est pas très réel. C'est pas pratico-pratique dans un monde de marketing, de business, de communication digitale. Oui. Est-ce que la littérature peut survivre? Oui, parce que oui, elle peut survivre. Oui, bien sûr, je pense qu'elle peut survivre. Je pense que la littérature, dans le monde où nous vivons, qui est un monde, encore une fois, où le temps nous file entre les doigts, lorsqu'on s'autorise, en tout cas, lorsqu'on prend le temps de prendre un livre littéraire, pour reprendre ce terme, c'est une pause dans votre vie, c'est un souffle. Alors évidemment, moi je suis une amoureuse de la langue française, voilà, c'est une langue que j'adore, c'est une langue que je manipule, les mots c'est ma passion. Donc moi quand je lis, je savoure, c'est comme un chocolat que je vais... apprendre à aimer, que je vais faire fondre et que je vais apprécier en essayant de comprendre la composition de tel ou tel élément, de tels ou tels ingrédients. Donc la littérature, c'est juste si on s'autorise, si on prend le temps, c'est un moment où on savoure, où le temps reste suspendu. Voilà. Après, encore une fois, moi je reviens à mon expérience scolaire, quand des ados me disent « moi j'ai jamais lu, j'aime pas lire, ça m'ennuie, et que j'ai lu votre livre, je l'ai aimé. Un livre qu'on aime, c'est un livre où on ne se rend pas compte qu'on le lit en fait. Où on est vraiment dans cet ouvrage en se disant mais je ne lis pas, là je suis en train de découvrir une histoire, je suis en train de partager avec cet auteur une émotion. Pour moi, l'art ne sert à rien, si ce n'est à transmettre une émotion. Si vous regardez une toile, si vous allez voir une pièce, si vous écoutez un morceau de musique,
ça n'a d'intérêt que si ça suscite en vous une émotion, et même une émotion gratuite. Donc c'est clair que pour moi, la littérature, si on prend le temps... alors, il y a des littératures aussi. Bien sûr. Il n'y a pas qu'une littérature, et heureusement. Et il y a des livres qu'on aime et que d'autres n'aimeront pas, par exemple. Donc, heureusement que tout le monde a sa littérature. Mais pour moi, c'est un moment suspendu dans le temps, si on y prend le temps, en tout cas, de s'y imprégner. D'accord. J'aimerais bien revenir, conclure avec ça, parce que je pense que notre conversation va tout doucement vers la fin. Je prends l'exemple d'une écrivaine, une poétesse qui a écrit, qui est donc moitié indienne, moitié canadienne, et qui a écrit une pièce, elle a écrit un poème qui s'intitule My Tongue, où elle parle de deux langues, sa langue maternelle et sa langue, sa deuxième langue, ou disons la langue de son pays d'accueil. Est-ce que vous avez toujours, est-ce que vous parlez parfaitement les deux langues, vous écrivez dans les deux langues, ou vous avez ce conflit entre les deux identités, les deux langues? Non, je n'ai pas de conflit. Moi, je suis algérienne et kabyle, donc je parle le kabyle couramment. Depuis que je suis toute petite. Je n'ai jamais osé écrire parce que probablement que je ne maîtrise pas suffisamment cette langue pour aller jusqu'au fond des choses. Moi, j'aime bien quand j'écris de gratter, d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Et pour ça, j'ai besoin... Ça, c'est un peu comme un sculpteur qui va prendre son burin et son marteau et qui va gratter. Moi, j'ai besoin, avec mes mots, d'aller très loin, chercher une réflexion, de construire une phrase avec des mots à la fois qui se tiennent et en même temps qui s'opposent. Donc le kabyle, je le maîtrise, oui, dans le langage parlé, moins dans le langage écrit, parce que c'est une langue en soi. Donc je ne me suis jamais tentée à l'exercice de l'écriture en kabyle, mais peut-être un jour le ferai-je, et peut-être un jour je serai surprise de mon talent en langue berbère. Oui, ça serait bien. Parce qu'on dit toujours qu'on transmet notre émotion avec la langue qui nous touche le plus, et ça sort plus spontanément avec une langue qu'on aime beaucoup. Donc il y a toujours cet amour vers la langue qui... Et puis je pense que vous êtes amoureuse de la langue française. Oui, j'aime cette langue. Je trouve qu'elle est musicale. J'aime sa musicalité, j'aime sa richesse, son histoire. Et puis elle nous appartient à tous, je veux dire, voilà, elle n'est pas l'apanage d'une culture ou d'un pays. Voilà, la langue française, oui, on la parle en France, mais il y a la francophonie à travers le monde. D'ailleurs, la semaine de la francophonie que j'ai eu la chance de faire à Kuwait City, c'était une chance pour moi de pouvoir aussi la défendre là-bas. Et c'était extraordinaire de pouvoir le faire, bien sûr. Et donc, oui, non, c'est une langue qui m'habite et qui fait partie de moi, certainement. C'est très touchant d'entendre ça de vous, parce que les jeunes maintenant, ils ont un problème avec l'apprentissage des langues, mais il faut peut-être commencer par apprendre le français et aimer la langue française avant d'apprendre d'autres langues, et surtout les inviter à lire des livres de grands écrivains et philosophes, comme vous avez dit, les incontournables en fait. Donc est-ce que vous avez un message pour les jeunes à la fin de notre émission moi, quelle est votre citation, parce qu'on demande toujours une citation elle est très simple, ma citation, elle est très simple, et une réflexion ou un conseil. Alors j'ai fait encore une animation cet après-midi dans une école. C'est une phrase très simple qui dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre ». J'adore cette phrase et je la clame, je la dis là où je peux le dire. Je dis voilà, vous êtes ce que vous êtes, revendiquez ce que vous êtes avec beaucoup de fierté, avec panache, avec assurance, mais n'oubliez pas que votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, et l'autre quel qu'il soit. Parce que je crois que là aussi on doit travailler... toutes les communautés doivent travailler. Je crois qu'on ne doit pas jeter l'opprobre sur une communauté en disant voilà, c'est la faute des uns, c'est la faute des autres. Je crois qu'on est tous responsables des réussites comme des échecs de notre société, et que ça passe aussi par l'apprentissage de l'autre dans ce qu'il est réellement. Alors c'est peut-être un peu utopique, hein, évidemment, mais un auteur est toujours utopique.
Et je ne me vois pas avoir un autre message que celui-là, sinon on désespère, sinon voilà, on arrête de faire ce qu'on fait et puis on se dit voilà, je passe à autre chose, je vais vendre des vêtements, j'ouvre une boutique à Rue Neuve et je vends des fringues et puis voilà, je me casse pas la tête à défendre le vivre ensemble. Donc à un moment donné, oui, il faut prendre le temps d'initier cette jeunesse à mieux. Mais ça marche. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont d'accord avec moi et le sont sincèrement. Je ne crois pas qu'ils le soient pour me faire plaisir. Donc je pense réellement qu'ils ils en sont conscients et qu'ils œuvrent dans ce sens. En tout cas, l'école leur permet de trouver cette voie-là. Magnifique. Merci beaucoup, Merci, Malika Madi, pour cette merveilleuse conversation. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.